Je vous souhaite un excellent midi à la semaine de la FAD 2023, comme dirait Martin Perron avec sa voix radiophonique dans ce teaser dont je ne me tannerai jamais. C'est la 17e fois, je pense, qu'on l'écoute depuis le début de la semaine de la FAD. Toujours pas tanné. Alors, ça veut dire que c'est très efficace. J'espère que vous allez bien, d'où que vous soyez. Ben, je vous souhaite la bienvenue à ce panel de discussion de ce jeudi midi. Peut-être en train de dîner. Qu'est-ce que vous mangez? Ça m'intrigue. Qu'est-ce que vous mangez? Moi, je fais juste boire du café. J'ai pas le temps de m'alimenter pendant la semaine de la fête, trop dans le jus. Donc, je bois du café en masse. Mais vous, ouais, ça aurait dit un bon verre d'eau. Oui, aussi, il faut quand même s'hydrater. Donc, que vous soyez en train de manger, de prendre l'apéro, parce que oui, on a des gens en France, en Belgique et au Maroc qui nous suivent d'activité en activité. Je vous dis bon début de soirée à vous, puis merci d'être fidèles au poste. Très beau panel ce midi que j'ai hâte d'entendre puis de voir. J'ai hâte aussi de vous présenter notre animatrice. Animatrice qui se nomme Émilie Ringuet, qui se fait surnommer, je ne sais pas si c'est une rumeur, Émilie, tu me le diras, mais tu te fais surnommer Duracell. Peut-être tu pourrais nous dire d'où ça vient tantôt. Je ne sais pas si j'avais le droit de divulguer cette information-là au grand public. Oui, oui, écoute, Oui, OK. ça part de l'année passée, cette histoire-là, avec Stéphanie Dionne, parce qu'on a étudié à l'école ensemble. Mais Oui. effectivement, c'était mon surnom. C'est mes profs de secondaire qui m'appelaient Duracell parce qu'apparemment, j'ai de l'énergie. Donc, c'est ce qu'on me dit. Ça a l'air que tu seras mise au défi ce midi. Émilie, tu es conseillère pédagogique et technopédagogique à l'UQAR et tu animeras ce midi le panel de discussion qui s'intitule Expérimentation en FAD pour rehausser la qualité des pratiques. Moi, j'en dis pas plus de mon côté. Je te laisse l'entièreté de la piste de danse. Je te souhaite un excellent panel avec tes panélistes. Puis on se retrouve vers 12h50. Merci, merci, Maxime. Ben, bon midi à tout le monde. C'est vraiment un réel privilège d'être avec vous ce midi. Donc, comme Maxime l'a mentionné, là, je suis Émilie Ringuet, conseillère en pédagogie et technopédagogie à l'UQAR, mais je suis également chargée de cours en géographie depuis de nombreuses années. Donc, comme je vous mentionne, c'est un privilège d'être avec vous parce que j'ai 4 invités, 4 enseignantes hyper dynamiques qui ont réalisé des beaux projets d'expérimentation en enseignement supérieur. Et c'est avec ces charmantes dames qu'on va passer cette heure de midi ensemble. Donc, je vous les présente à l'instant. Donc, la première, c'est Julie Gagnon. Bonjour, Julie. Donc, Julie est infirmière et professeure au département des sciences de la santé de l'UQAR au campus de Rimouski. Donc, Julie s'intéresse à l'intégration des outils numériques dans la pratique infirmière, particulièrement au niveau des soins de plaie. Donc, Julie, c'est une fan de pédagogie active. Les technologies font partie intégrante de ses enseignements. Et que ce soit en formation ou en randonnée, donc je vous donne ce cue-là, Julie aime vraiment découvrir des nouveaux sentiers. Alors, bonjour Julie, bon midi, merci d'être avec nous. Merci. Maintenant, je vous présente Geneviève Caron, qui est enseignante au département de soins infirmiers du Cégep de la Pocatière. Donc, Geneviève s'intéresse beaucoup à la conception universelle des apprentissages et elle aime expérimenter différentes méthodes pédagogiques avec ses étudiantes et ses étudiants. Geneviève a une grande expérience de travail à titre d'infirmière dans différents milieux et elle contribue aussi à plusieurs projets de recherche. Donc, bonjour Geneviève, c'est un plaisir de t'avoir avec nous ce midi. Bonjour, c'est un plaisir partagé. Maintenant, j'accueille Patricia Michaud, qui est professeure en sciences comptables à l'unité départementale des sciences de la gestion de l'UQAR au campus de Lévis. Donc, ses domaines d'enseignement sont principalement orientés vers la comptabilité financière et les cours de développement de compétences propres à la profession de comptable professionnel agréé. Donc, Patricia détient un microprogramme de 3e cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur avancé et elle s'intéresse beaucoup aux enjeux de la pédagogie universitaire. Bon midi, Patricia. Merci d'être avec nous. Bon midi, Émilie. Bonjour tout le monde. Et finalement, je vous présente Jenny Bérubé, qui est également professeure en sciences comptables à l'unité départementale des sciences de la gestion de l'UQAR à Lévis. Donc, au fil des années, Jenny a expérimenté divers outils technologiques pour diversifier son enseignement. Malgré elle, plongée dans l'enseignement à distance à l'automne 2020, elle développe depuis 7 ans un intérêt marqué envers le numérique et se permet de partir à la découverte de nouveaux outils pour rendre actif, et ça c'est important, l'apprentissage de ses étudiantes et de ses étudiants.
Je mentionne aussi que Patricia Jani, vous êtes impliquée dans l'OBNL Aviso, une entreprise d'entraînement pédagogique. Donc, en collaboration avec cette entreprise-là et vos collègues, bien, vous offrez des activités expérientielles à vos étudiantes et à vos étudiants. Alors, bonjour Jani, merci d'être avec nous ce midi. Merci, bonjour tout le monde. Alors, la thématique qui nous réunit, c'est l'expérimentation en FAD. Donc, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte lors de la mise en place d'une expérimentation? À quels défis ferons-nous face? Quelles seront les retombées possibles, en fait, de nos projets d'expérimentation? C'est le programme qu'on vous propose ce midi en notre compagnie. Alors, lors de notre rencontre préparatoire, mesdames, vous avez identifié dès le départ le constat suivant. La FAD, ça ne s'improvise pas. Donc, qu'on passe d'un cours en présence à un cours à distance ou encore d'une activité en présence à une activité à distance, on le sait tout le monde, ça peut se faire rapidement. Mais tu sais, dans un monde idéal, on a le temps de le réfléchir, on a le temps de scénariser, on a le temps de découper notre contenu, de savoir de quelle façon on va décider de passer tel ou tel contenu. On a tout ce volet-là de réflexion et c'est un volet qui demande du temps. Donc, Julie, je pense que c'est un peu ce que tu as vécu avec la transformation en mode hybride de ton cours Soins de plaie, un cours qui est offert au baccalauréat en sciences infirmières là, à l'UQAR. Exactement. Donc, c'est un projet que j'ai réalisé à l'automne 2020. Avec ce cours-là, on implique qui est un cours de 3 crédits offert au premier cycle là, du programme DECBac en sciences infirmières. Dans le fond, la transformation de ce cours-là en mode hybride était déjà prévue avant l'arrivée de la pandémie, parce qu'on était dans un contexte de révision de programme. On passait, entre autres, d'une approche par objectif vers une approche par compétence. Donc, j'ai eu le temps en amont de me familiariser vraiment avec le référentiel de compétences du nouveau programme, puis aussi de suivre la formation sur l'enseignement hybride. Puis c'est là que j'ai pris connaissance de la démarche systématique qui est suggérée dans un guide qui s'appelle « Progresser vers un mode d'enseignement hybride en intégrant les technologies ». C'est un guide de l'Université d'Ottawa, mais qui est basé sur le modèle ADDIE, A-D-D-I-E, qui est un processus en 5 étapes pour la mise en place d'un design pédagogique. Donc, l'étape numéro 1 pour le A, c'est analyse. Donc, identifier c'est quoi les compétences qui sont en jeu, faire une réflexion critique aussi sur c'est quoi les stratégies que j'utilisais avant, puis celles que je veux utiliser, c'est quoi les contraintes, etc. L'étape 2, donc un D pour design pédagogique. Donc là, c'est toute la refonte du cours. À ce moment-là, j'ai utilisé le triangle d'Houssaye, donc savoir, apprenant et enseignant, pour vraiment venir conceptualiser le plan de cheminement des apprenants à travers les 135 heures de contact matière que j'avais. Puis c'est à ce moment-là qu'il faut tout réfléchir. OK, combien de pourcents je mets en présence en laboratoire ou en classe? Combien de pourcentage du cours que je donne en synchrone à distance? Combien de pourcentage que je donne à distance asynchrone? Donc, il faut toujours garder en tête aussi l'alignement entre les compétences visées, les stratégies d'apprentissage, en incluant les activités formatives, puis aussi les stratégies d'évaluation. Parce que c'est bien beau utiliser la technologie, mais il faut que tout ça fasse un sens et que ce soit bien aligné. Puis là, ben, à cette étape-là, j'ai eu l'aide des conseillères pédagogiques, des technopédagogues, le soutien aussi des collègues expérimentés dans l'approche par compétences. Puis ça a été pour moi l'étape la plus longue parce que ça me demandait beaucoup de réflexion, beaucoup d'appropriation aussi. Puis, mais ça a vraiment valu la peine parce que, tu sais, dans le fond, une fois que cette étape-là est bien solide, ben, le plan de la métamorphose l'est aussi. Ensuite, la troisième étape, un autre D pour développement. Donc, proprement dit, c'est là où est-ce qu'il y a la création puis le développement du nouveau matériel en ligne, puis aussi des autres activités. La quatrième étape, c'est dans le fond, le I pour intervention. Donc, c'est la mise en œuvre proprement dite du cours qui s'est fait à l'automne 2020. Puis, la dernière étape, le E, bien évidemment, c'est l'évaluation. Mais pas juste l'évaluation à la fin de la session ici, c'est vraiment l'évaluation puis la révision qui se fait à travers tout un processus itératif au fur et à mesure du cours. Donc, la rétroaction des apprenants, faire les ajustements nécessaires. Donc, tu sais, c'est tout un processus là, d'amélioration continue. Et là, probablement que la question qui vous vient en tête, c'est OK, combien de temps ça t'a pris pour faire toute cette démarche-là en amont du projet? Bien, c'est difficile à dire parce qu'il y a eu beaucoup de progression à travers chacune des étapes, des réflexions aussi qui étaient déjà entamées par le changement de programme dont on parlait depuis quelques années en sciences infirmières à l'UQAR. Mais mettons qu'à partir de la phase 3, donc à partir, une fois que l'analyse puis le design ont été faits,
Donc, à partir de la phase de développement des stratégies, puis monter le cours proprement dit, j'ai débuté 6 mois avant le début du cours, puis c'était vraiment pas trop. J'en doute vraiment pas. C'est beaucoup de temps développer un cours hybride, là. Mais tu sais, de ce que je comprends un peu de ce que tu nous mentionnes, par exemple, c'est que tout ton volet à partir de ta phase 3, de ta création, ton développement et tout ça, ça a quand même été facilité. Tu l'as bien mentionné, tu as dit le plan était solide, la métamorphose était solide. Fait que le fait de s'appuyer sur un cadre de référence comme celui que l'Université d'Ottawa propose, là, mais c'est ce qui donne aussi les bases solides du projet, d'où mais cette importance-là, d'avoir cette réflexion-là dès le départ du projet. Donc, merci pour ce partage. Geneviève, de ton côté, toi, tu as supervisé une activité technique préparatoire à la vaccination en virtuel. Présente-nous donc ça, ce beau projet-là. Donc, le projet, pour ma part, a été réalisé à l'hiver 2022 dans un contexte d'enseignement en présentiel. Alors, j'ai dû comme intégrer dans la formation des étudiantes un volet plus à distance. Les étudiantes qui ont été accompagnées via Moodle et Teams pour le partage des documents et des informations importantes. C'était dans une optique de CUA, dans le fond, que j'ai utilisé ces deux plateformes-là pour que ceux-ci puissent décider de travailler avec l'outil qui se sentait le mieux, le plus à l'aise. Et pour l'évaluation de leurs compétences techniques en vaccination, on a pu aussi, grâce à nos infrastructures de laboratoire, de simulation ou de fidélité, permettre aux étudiants et aux étudiantes de démontrer leurs habiletés techniques sans la présence de leur enseignante. Donc, à ce moment-là, elles étaient évaluées, mais sous enregistrement vidéo, durant qu'elles démontraient leur performance. Et moi, par la suite, je pouvais visionner les vidéos à distance et plus tard. Malgré qu'elles avaient la liberté d'utiliser un quiz interactif, dans le fond, ils pouvaient utiliser le type d'outils qu'ils souhaitaient. Ils ont tous choisi de s'approprier, avec mon accompagnement, l'application du quiz Socrative pour animer la formation de leurs collègues sur différents concepts en lien avec la vaccination, donc en utilisant l'approche par expert. Elles se sont vues avec cette approche-là utiliser, maîtriser a priori différents concepts sur la vaccination. Puis par la suite, avec l'approche par expert, elle vivait une approche collaborative permettant à tous de s'approprier cette matière-là, les sujets, et de se sentir valorisés en transmettant leur information à leurs pairs. Cette méthode me semblait favorable pour les apprenants parce qu'ils étaient dans un mode d'apprentissage proactif et autonome. Donc, c'était positif. Pour ma part aussi, afin de faciliter l'évaluation des étudiants et étudiantes, j'ai investi beaucoup de temps en amont pour élaborer des grilles critériées avec le précieux soutien d'un confrère de travail. Donc, j'ai pu élaborer des grilles d'évaluation critériées me permettant de bien cibler avec les exigences du cours et le travail qu'elles avaient à réaliser, un outil d'évaluation, excusez-moi, qui s'avérait précis, spécifique et objectif. Enfin, je tiens aussi à souligner que le projet n'aurait pas pu avoir lieu si je n'avais pas eu le soutien de ma direction des études ici au Cégep de la Pocatière, les membres de mon équipe au niveau du département de soins infirmiers, le soutien incomparable des conseillers pédagogiques, technopédagogues et de la gestionnaire de projet pour Fadio, Mme Véronique Laflamme. C'est vraiment un beau projet, Geneviève. Ce que je trouve vraiment intéressant dans ce projet-là, c'est que tu utilises la technologie, mais pour évaluer autrement. Puis l'utilisation de la technologie, comment tu en fais, ça favorise l'appropriation puis le partage des connaissances. Ça, c'est vraiment intéressant, tout en développant le sentiment de compétence de tes étudiantes et de tes étudiants parce que tu utilises l'approche expert. Fait que je trouve que c'est un super de bel exemple de mise en œuvre de la technologie là, en fait, pour la pédagogie. Maintenant, j'ai le goût de vous amener dans une réalité terrain qu'on peut tous et toutes vivre. Là. Donc, tous ceux qui ont enseigné en formation à distance ou qui ont même juste utilisé les technologies dans le cadre de leur enseignement savent très bien que même si on planifie, si on réfléchit, si on anticipe, on doit quand même être prêt à s'adapter rapidement à toutes les situations qui peuvent survenir. C'est comme si on doit avoir un coffre à outils vraiment bien rempli pour faire face à toutes les situations imprévues ou encore aux limites de la technologie qu'on utilise. Là, je suis pas mal certaine, Janie et Patricia, que vous êtes en accord avec moi là-dessus.
Tout à fait. C'est ce qu'on a vécu avec notre projet qui a consisté à basculer complètement à distance une activité pédagogique parascolaire que l'on vit avec nos étudiants au moins 2 fois par année, normalement tenue en présence. J'étais la responsable de planifier la logistique à distance et nous avions décidé d'utiliser Zoom, étant donné qu'il s'agissait de l'outil que nous connaissions alors et que les étudiants aussi connaissaient. La fonction salle de discussion dans Zoom répondait à nos besoins de diviser les étudiants en petites équipes dans des salles privées et de faire circuler les enseignants dans chacune des salles. Il faut que je précise que nous sommes 5 enseignants impliqués dans l'activité du défi académique Aviso et qu'il s'agit d'une activité de type jeu de rôle. Les étudiants, juste pour vous donner un petit topo de l'activité, les étudiants jouent le rôle du professionnel en cabinet comptable et les enseignants, eux, jouent le rôle soit du client qui a des demandes, là, soit de leur supérieur hiérarchique au sein du cabinet comptable ou de la personne ressource là, au niveau de la pédagogie, au niveau pédagogique. Puisque nous avions besoin de déposer des documents, nous avons utilisé Moodle en parallèle avec Zoom, qui est également bien connu des enseignants et des étudiants du fait que c'est notre plateforme de cours là, à l'UQAR. Je vais continuer en disant que c'est vraiment en cours d'expérimentation dans l'action avec nos 2 plateformes Moodle et Zoom qu'on a fait face à quelques difficultés. Patricia l'a bien soulevé, il s'agit d'une activité de type jeu de rôle à laquelle s'ajoute un volet qu'on appelle interactif ou dynamique, très, très important. C'est vraiment l'essence de cette activité-là. Puis ça veut dire que les documents, les informations pour avancer le travail, le mandat, ne sont pas disponibles au même moment pour toutes les équipes, mais seulement au fur et à mesure que les étudiants posent des questions et demandent des documents. Donc, comme dans la vraie vie, hein, les étudiants dans la vraie vie, on ne dispose pas de toutes les informations, donc les étudiants doivent aller les chercher. C'est ce volet dynamique va complexifier les choses parce qu'il faut rendre disponibles les documents selon le rythme d'avancement de chaque équipe, donc à des endroits différents pour pas que les équipes consultent les documents puis se fassent influencer. Si je peux me permettre, Jenny, de donner un exemple d'imprévu, je pense, entre autres, là, pour n'en nommer qu'un, dans Zoom, quand on dépose des documents dans le clavardage d'une salle privée et que l'enseignant sort de la salle, bien, quand il revient, ensuite, le document n'est plus disponible pour lui. Alors, on n'est pas capable de faire le suivi des pièces qu'on a déposées avec quelle équipe, dans quelle salle. Donc, l'équipe enseignante, on s'est rendu compte pendant l'action qu'on devait faire un suivi manuel des fichiers déposés pour chaque équipe, à part là, dans un autre fichier, comme un fichier collaboratif dans Excel, par exemple. C'est pour ça que dans la 2e édition à distance, on a utilisé la plateforme Teams qui permet de répondre à la fois à nos besoins de dépôt de documents par équipe et de discussion en équipe. Fait que je peux terminer là-dessus là, pour répondre à ta question, Émilie. Hein, on a dû s'adapter à l'environnement technologique, mais à la base, notre activité pédagogique est différente de ce qu'on voit généralement en présence. Donc, on compose déjà avec des situations imprévues en présence, ce qui fait que là, on a seulement transposé à distance cette capacité d'adaptation qu'on a déjà, qu'on vit déjà en présence. Effectivement, je pense que capacité d'adaptation puis résilience, c'est 2 compétences que beaucoup de personnes ont assurément développées depuis 2020. Bien, merci, mesdames, pour ce beau tour d'horizon de vos différents projets d'expérimentation. Bravo, c'est des beaux exemples qu'on peut réaliser en FAD. Puis, vous nous montrez bien toute l'adaptation qui est nécessaire pour faire vivre ces belles expériences-là à vos étudiantes et à vos étudiants. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde un élément ensemble incontournable de la FAD, l'utilisation des technologies. Donc, Patricia, Jenny, vous avez identifié un élément important quand vous avez évalué votre projet. Donc, en fait, vous avez marqué, même si ce n'est pas parfait, on se lance et on fait l'expérience quand même. Oui, effectivement. On fait l'expérience quand même parce qu'on avait un objectif pédagogique et on sait à quelle fin on veut arriver. Sauf que je pense qu'il ne faut pas que la technologie freine notre élan là-dedans.
Donc, le moyen pour atteindre l'objectif est différent. On intègre la technologie, mais les possibilités sont tellement grandes avec cette technologie-là qu'il faut tout simplement être curieux, s'informer et être à l'affût des différents outils qui sont les meilleurs pour notre objectif que l'on s'est fixé. Quand nous avons décidé de passer du combo là, Moodle et Zoom là, à Microsoft Teams à l'hiver 2021, nous ne connaissions vraiment pas beaucoup Teams, ni nous, ni les étudiants. C'est parce qu'on voulait éviter, justement, là, Janie l'a mentionné, on voulait éviter la lourdeur associée à l'utilisation de 2 plateformes que l'on a fait. On a fait ce changement-là pour ça. Mais on s'est rendu compte qu'une plus-value associée à notre décision là, de modifier pour Teams a été d'offrir un environnement semblable au milieu de la pratique, au milieu de ce qu'utilisent les entreprises, les cabinets comptables. Donc, une opportunité intéressante pour nous d'enrichir l'expérience de nos étudiants pendant le défi académique Aviso. On s'est quand même lancé en considérant qu'une personne de notre équipe là, devait avoir la responsabilité d'accompagner les étudiants pendant l'action. Comme tu le mentionnes, Émilie, il faut par contre accepter que ce ne soit pas parfait. Tout à fait, mais vous avez été consciente dès le début que la technologie, par exemple, pouvait être une limite pour les étudiants puis pour les étudiants de par justement peut-être la connaissance un peu plus limitée de cette plateforme-là. Sauf que vous avez mis en place ces conditions gagnantes-là pour la réussite de vos activités. Tu sais, tu le mentionnes, Patricia, vous avez pris en fait une personne de l'équipe qui allait avoir cette responsabilité-là. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, dans le même ordre d'idée, Janie, on parle des étudiants, on ne veut pas que ce soit une limite pour les étudiants, mais il ne faut pas non plus que les ressources enseignantes se mettent trop de pression pour utiliser la technologie. Tu sais, Patricia vient juste de le mentionner, il faut accepter que ce ne soit pas parfait, même si c'est parfois difficile à accepter, mais je pense que c'est un élément important là, en formation à distance. Oui, effectivement. On a toujours une pensée pour l'apprentissage de nos étudiants. On veut que nos étudiants aient une expérience d'apprentissage riche, pertinente. On aimerait tout contrôler, tout prévoir du premier coup pour éviter les temps d'attente, la recherche de l'information par les étudiants, les problèmes techniques ou autres que les étudiants pourraient rencontrer et j'en passe. Mais avec du recul, je retiens de l'expérience qu'on a vécue que l'important, c'est d'être présent pour nos étudiants et de leur apporter le support dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Donc, nous, on a vraiment eu la perception qu'on devait pédaler puis s'adapter, mais on avait quelqu'un dans l'équipe qui était là pour aider nos étudiants. Donc, la complexité, c'est nous qui l'avons vécue et non pas les étudiants. Puis dans ce sens-là, je trouve que ça diminue la pression parce que les étudiants écopent peu ou très peu là, de cette adaptation-là. Effectivement, on est tout le temps exigeant envers nous-mêmes, hein, mais c'est vraiment un beau message que tu lances là-dessus. Les étudiants voient que nous sommes là pour eux, en fait. Tu sais, nous, on a l'impression qu'on pédale, mais on est là pour eux, puis au final, c'est ce qu'ils retiennent. Tu sais, ça a été nommé hier, ça, en conclusion dans le panel sur ChatGPT, là, Yves-Mun mentionnait « La relation pédagogique restera toujours ». Là, c'était dans un contexte d'intelligence artificielle, sauf qu'on peut faire tellement un beau lien, je trouve, avec la formation à distance. On a encore peur parfois de perdre ce lien-là avec l'enseignant ou que ce lien-là soit moins présent. Mais pourtant, quand les enseignants, les enseignants sont présents, et c'est ça en fait, c'est cette relation-là qu'on a avec eux, ce support-là qu'on leur offre qui fait toute la différence du monde. Et parlant d'être là pour nos apprenants, donc unanimement, ça a été très clair dans tous vos projets, vous avez identifié que le support, donc le soutien, tant pour les ressources enseignantes, donc ça aussi c'est important de l'avoir, que pour les étudiants comme on vient d'en parler, bien, ce support-là, il est essentiel dans un projet en formation à distance. Et là, je me tourne vers toi, Julie, j'ai vraiment le goût de t'entendre sur ce sujet. Bien, en fait, je pense que c'est un message clé, ce que tu viens de dire, Émilie. Tant et si longtemps que les 2 pôles vont se sentir supportés, donc soit par le service de technopédagogie en tant qu'enseignant ou soit via le prof en tant qu'apprenant, on avance ensemble là-dedans. Puis dans le fond, ça anime cette relation pédagogique-là parce que, tu sais, cette relation pédagogique-là, il faut la faire vivre, il faut l'animer, tu sais, particulièrement à distance. Fait que ça motive tout le monde, puis ça, bien, ça nous porte vers l'avant. Pour moi, l'expérimentation s'est réalisée dans un groupe très hétérogène en termes d'habileté numérique.
J'avais des étudiantes du DECBac en première session qui ne connaissaient pas du tout notre environnement numérique d'apprentissage qui est Moodle. J'en avais d'autres en deuxième année qui étaient devenues habiles avec Moodle. J'avais aussi des étudiantes libres qui ne connaissaient pas du tout Zoom. J'avais des infirmières et des infirmiers novices, d'autres qui avaient plus que 15 ans d'expérience. Donc, ça a été pour moi un défi parce que les besoins, oui, ils étaient présents, mais ils étaient surtout très variables. Donc, dans un cours hybride, particulièrement lorsque c'est la première fois pour certains apprenants, le support que l'enseignant doit apporter, il doit être soutenu, puis il peut prendre différentes formes aussi. Pour ma part, bon, ça a été la remise en début de session de guides d'utilisation pour les outils qu'on allait utiliser dans le cours. Moodle, Outlook, Zoom. C'est de faire des imprimes écran avec des étapes très précises. Se prévoir aussi plus de temps dans nos plans de leçons pour les ajustements nécessaires à chacune des séances d'enseignement. Faire des techno-checks aussi, par exemple, mettons, on donne un cours synchrone, OK, on fait une nouvelle activité, par exemple, on utilise Kahoot ou Poll Everywhere ou d'autres outils comme ça. Avant de démarrer l'activité, OK, on se donne un signal. Est-ce que tout le monde est OK? Est-ce que tout le monde est branché? Est-ce que ça fonctionne? Parce qu'il n'est pas question de laisser personne derrière ou ben non, de sentir qu'on met de la pression pour les personnes pour qui ça peut être un peu plus long. Il y avait aussi de laisser les coordonnées du soutien informatique aux étudiants sur le portail du cours. Bref, il existe tout plein de petits trucs, mais les apprenants doivent demeurer au centre de nos préoccupations. Puis, c'est sûr que le support, c'est un élément central, là, un ingrédient clé de la recette. Oui, tout à fait. Je pense que tous ceux qui sont à l'écoute seront en accord avec tes propos, là. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on réunit tous ces ingrédients clés-là. Attention, Maxime Laflamme, ouvre tes oreilles. Donc, cette phrase est juste pour toi, mais c'est vrai, je fais des faces avec ça, mais on dit toujours quand la technologie est au service de la pédagogie. Puis c'est vrai, les retombées peuvent être vraiment grandes pour les apprenants. Puis, Geneviève, je me dirige vers toi parce que c'est vraiment ce que tu as observé dans ton projet. Puis, c'est la première fois, moi, que j'ai cet exemple-là. Fait que je veux que tu nous le partages parce que c'est vraiment un bel exemple de réussite. Oui, en effet, Émilie, quand on parle de retombées pour les étudiants et les étudiantes, moi, je trouve que comme méthode d'évaluation au travers de mon projet, j'ai pu observer qu'ils pouvaient réaliser une technique de soin sans la présence de l'enseignant ou de l'enseignante à proximité. Et ça s'est avéré positif. Un beau constat, ça a été que ça permettait vraiment de diminuer le stress de performance et même d'améliorer leur efficacité lors de la réalisation de leur technique de soins. J'ai pu apprécier leur vraie couleur, puis leur vraie prestation à ce moment-là, que si nous avions été ensemble dans le même local. Donc, dans un contexte où nous avons de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes qui vivent de l'anxiété de performance, ça nous permet d'évaluer ceux-ci différemment en pouvant diminuer leur anxiété et ce, dans un environnement quand même sécurisant. Je me souviens, entre autres, des commentaires d'une étudiante qui habituellement perdait ses moyens en contexte d'évaluation technique en présence et qui doutait vraiment que cette nouvelle méthode d'évaluation-là que je proposais à distance pourrait faire une différence pour sa performance. Puis à notre grande surprise, à toutes les deux, on a constaté que c'était vraiment positif. L'étudiante, dans son contexte d'évaluation, a oublié qu'elle était en contexte justement d'évaluation et elle a pu justement se démarquer puis avoir une performance qui était remarquable. Hey, hein, comment aller chercher le meilleur d'une personne? Je pense que c'est vraiment un bel exemple d'aller chercher. J'ai vraiment aimé le terme aller chercher les vraies couleurs de cette personne-là. Tu sais, c'est super révélateur, puis en même temps d'actualité, là, avec tout ce qu'on vit en ce moment, l'intelligence artificielle, les inquiétudes face à l'évaluation aussi en FAD. Je pense que ce que tu as expérimenté, c'est vraiment, vraiment un bel exemple je dirais de créativité, puis surtout de succès. Maintenant, Patricia, Janie, il y a un élément que j'aimerais aborder avec vous en termes de retombées. Donc, vous avez eu la chance d'expérimenter votre activité de différentes façons, de différents modes de prestation. Donc, vous avez fait cette expérience-là entièrement à distance. Vous avez aussi réalisé votre activité entièrement en présence, puis vous l'avez fait de façon hybride. Là, on voit beaucoup dans les écrits que l'approche hybride a des beaux avantages en termes de flexibilité, de souplesse, mais je suis curieuse de savoir si vous l'avez noté quand vous êtes passé dans une activité avec l'approche en mode hybride.
Oui, flexibilité, le mot est juste. La flexibilité dans le choix d'être en présence ou à distance. Nous, là, ça a vraiment permis à quelques personnes, autant des étudiants que des enseignants, de participer au défi, alors qu'ils n'auraient pas pu le faire si l'activité avait été seulement en présence. Il y en avait même qui avaient planifié être en présence, mais à la dernière minute ont eu un empêchement. Et ils ont quand même pu assister à participer à l'activité à distance. On a invité toutes les équipes à rejoindre une salle Zoom, peu importe si l'équipe était en présence ou à distance. On avait même des équipes qui étaient hybrides. Puis j'aime bien dire qu'il n'y avait pas de frontières, qu'on ne percevait pas de différence pour atteindre les objectifs de notre activité, que l'on ait à intervenir en présence ou à distance. Sauf peut-être Patricia, là, qui était notre support technique. Oui, mais en plus de la flexibilité, je pourrais même ajouter que la présence virtuelle que l'on avait là, à ce moment-là planifiée là, contribue aussi à diminuer le stress des participants, selon certains commentaires qu'on a reçus d'étudiants, là. Donc, on diminue le stress parce que c'est la présence de quelqu'un en tout temps, ou presque là, une présence qui est virtuelle, qui est rassurante pour les participants, là, selon ce qu'on nous a mentionné. En plus, ça permet de diminuer les temps morts que l'on vivait en présence, le fait qu'on avait à se déplacer entre les classes dans le corridor, donc les temps morts, du fait que la personne qui était à distance là, avertissait les autres enseignants qui étaient sur place là, qu'une équipe attend la visite du client ou attend la visite de leur supérieur hiérarchique pour pouvoir poser des questions. Donc, on avait cet ajout-là en termes de présence virtuelle. Puis l'approche hybride, ça nous a permis de constater que l'utilisation des technologies peut faciliter la tenue de notre activité en présence. Puis ça, c'est une retombée qu'on n'avait pas envisagée au départ, puis qui nous permet d'enrichir nos pratiques enseignantes. Puis, ce qui est intéressant, puis ce que vous avez fait, puis je pense que c'est une belle pratique, une très, très belle pratique gagnante, là, c'est que tous les apprenants ont vécu la même expérience. Donc ça, je pense que c'est particulièrement important de se soucier de cet élément-là. Donc, que ce soit tant les apprenants qui sont en présence que les apprenants qui sont à distance, d'avoir une personne qui est dédiée au soutien, que tous les étudiantes et les étudiants puissent vivre la même expérience, c'est vraiment une pratique qui favorise l'engagement puis le sentiment d'appartenance au groupe. Donc ça, je vous lève mon chapeau, mesdames, c'est vraiment très intéressant. Donc, jusqu'à maintenant, on a abordé les éléments à prendre en compte dans l'élaboration de vos projets FAD, des défis qui peuvent survenir. On a vu de belles retombées qui peuvent, quand tous nos ingrédients clés sont réussis, qui se produisent. Mais j'aimerais qu'on prenne un moment un petit peu pour revenir sur votre démarche, sur la réflexion derrière celle-ci. Donc, toutes les étapes qui vont de l'analyse à la réalisation du projet, en passant par le design pédagogique, le développement de contenu, tout ça, c'est en cohérence avec le continuum de développement de la compétence numérique, le document qui a été créé par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Donc, Julie, je pense que toi, dans ton projet d'expérimentation-là, ce document-là, ça a été une découverte. Oui, effectivement, dans le fond, c'est un document qui peut servir de fondement à l'élaboration d'activités pédagogiques qui visent le développement de la compétence numérique, comme tu le dis, Émilie, mais vraiment dans une perspective évolutive et interordre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est très pertinent d'en discuter dans notre panel. Pour ma part, j'ai découvert ce document-là pendant l'expérimentation du cours hybride parce que je me suis trouvée devant un enjeu éthique considérable. Donc, la situation problématique, grosso modo, ça concernait l'utilisation de vidéos pour l'apprentissage du débridement des plaies. Donc, le débridement des plaies, grosso modo, c'est dans le fond le fait de retirer les tissus qui sont dévitalisés dans une plaie à l'aide, par exemple, d'une lame de bistouri, de pince et de ciseaux. Puis, on présentait des vidéos en classe qui étaient réalisées sur des cadavres dans le laboratoire d'anatomie de l'UQTR. Donc, c'était une collaboration avec eux qui avait été faite. Puis, la présentation de ces vidéos-là en classe, en présentiel, elle ne causait pas d'enjeu de reproduction parce que, bon, les apprenants étaient assis, regardaient la vidéo, puis ensuite, on allait au laboratoire. Mais là, dans le fond, cette partie-là, dans le cours hybride, était dorénavant faite en ligne. Donc, là, comment faire pour empêcher le téléchargement de ces vidéos-là? Donc là, je me suis tournée vers, dans le fond, le soutien informatique, puis l'outil utilisé pour répondre le mieux
possible à ces enjeux-là a été Panopto, qui est une plateforme sécurisée associée à Moodle via un abonnement institutionnel qu'on a à l'UQAR, qui permet, dans le fond, le visionnement des vidéos par les utilisateurs qui sont inscrits exclusivement dans le cours, mais qui ne permet pas le téléchargement. Donc, viser un tel environnement fermé, c'est une bonne pratique en FAD, mais ça n'empêche quand même pas un possible enregistrement qui pourrait être frauduleux ou bien un imprime-écran. Donc, j'avais le même problème aussi avec certaines photos qui étaient auparavant utilisées avec l'accord des patients pour la diffusion en classe seulement, mais sans en faire la distribution. C'était difficile pour moi de pouvoir les diffuser à l'écran parce que les étudiants pouvaient faire des captures écran, par exemple, avec leur téléphone ou directement avec leur clavier, donc de façon encore plus subtile. Puis c'est difficile aussi de trouver des images de plaies qui sont libres de droit dans les banques disponibles sur Internet. Donc là, j'ai commencé toute une réflexion. OK, comment je fais pour m'assurer de la gestion éthique de ces outils d'apprentissage-là? Comment je peux faire pour assurer le respect des personnes qui ont donné leur corps à la science? Puis, tu sais, en discutant avec les STI, puis en lisant aussi le document du ministère là, qui a été déposé dans le chat, euh, c'est que j'ai réalisé toute l'importance du développement de la compétence numérique sous l'angle de sa dimension éthique. Je faisais l'expérimentation du projet FADIO vraiment sous un angle pédagogique, mais ça a été une retombée personnelle de constater qu'il faut passer vraiment par l'éducation et la sensibilisation de nos étudiants en regard des enjeux éthiques puis législatifs aussi qui entourent l'ère numérique. Oui, il y a le NETiquette, mais tu sais, ça va au-delà de ça. Avec le document du ministère comme guide, j'ai vraiment pu aborder des thèmes en classe sur la place du numérique en santé. Puis ça a été un ajout là, en cours de session, ce n'était pas prévu. Mais tu sais, là, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de cette occasion-là. Donc, on a abordé des questions. OK, comment je peux utiliser mon cellulaire personnel au travail en tant qu'infirmière? Est-ce que je peux prendre des photos de plaies de mes patients pour les montrer au médecin qui est à distance? Une réalité qui arrive beaucoup en région lorsque le médecin n'est pas sur place. C'est quoi les droits d'auteur? C'est quoi l'influence de la publicité aussi provenant de l'industrie pharmaceutique sur Internet? Est-ce que ça influence aussi l'enseignement et les soins que j'offre à mes patients? C'est quoi les sites web qui sont crédibles en santé? Donc, je pense que cet enseignement-là qui a été fait via ces discussions est vraiment garant des bonnes pratiques parce que lorsque les infirmières et les infirmiers feront face à des enjeux de confidentialité relativement, par exemple, au dossier patient informatisé ou à la télésanté, ben, ils vont avoir ces réflexions-là déjà faites en amont. Puis cet ajout-là aussi s'inscrit dans un contexte où l'intégration des technologies de l'information et de la communication font dans la formation infirmière, c'est considéré comme nécessaire par notre ordre professionnel. Puis l'utilisation fait aussi partie des compétences cadres qui sont définies par l'Association canadienne des écoles en sciences infirmières. Donc, tout le monde reconnaît l'importance et la nécessité de développer la compétence numérique dans nos établissements d'enseignement. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quelle place est-ce qu'on lui offre concrètement dans nos programmes? De quelle façon est-ce qu'on amène ces sujets-là à nos étudiants, de quelle façon on les apporte à faire une pratique réflexive sur leurs compétences numériques puis sur l'utilisation éthique de la technologie. Ça, c'est une réflexion qui est à suivre pour chacun. Effectivement, je pense que Maxime, Sarah, prenez des notes l'année prochaine. Panel, quelle place offrons-nous concrètement à la compétence numérique dans nos programmes en enseignement supérieur? Je pense que plus que jamais, c'est important que nos étudiants soient capables de faire des choix éthiques. On a tellement accès à de l'information maintenant, puis qu'elle soit vérifiée ou non. D'intégrer cette compétence-là numérique dans nos programmes peut assurément contribuer à former de meilleurs professionnels. On approche quand même de la période de questions. Mesdames, maintenant, j'aimerais vous demander à chacune ce que vous aimeriez lancer comme message à ceux et celles qui nous écoutent ce midi, puis qui auraient le goût, en fait, de lancer un projet en FAD. Donc, je commence avec toi, chère Geneviève. En fait, moi, j'encourage les enseignants et les enseignantes à expérimenter un projet en FAD, car par le biais de ce projet-là, j'ai fait des apprentissages qui vont me servir tant au niveau de la formation en présentiel que pour la formation à distance. Et grâce au soutien qui m'a été offert par FADIO, j'ai pu bénéficier d'appuis me permettant de pousser mes connaissances un peu plus loin, malgré parfois les imprévus, une planification, une préparation qui peuvent s'avérer chronophages, l'investissement
puis les apprentissages, j'ai trouvé que c'était vraiment valorisant au final pour mon aspect professionnel. Donc, ce projet a été une expérience vraiment enrichissante, autant de mon côté que pour les étudiants et les étudiantes. Donc, ça a été intéressant de vivre cette expérience-là. Ça a été stimulant d'essayer aussi des nouvelles stratégies pédagogiques ou des nouvelles méthodes d'évaluation, même si parfois, ça m'a sorti de ma zone de confort, ça m'a demandé du temps, de l'adaptation puis de l'indulgence. Je trouve que ça en valait vraiment la peine. Et souvent, je m'amuse à penser que, comme enseignant ou enseignante, on doit mettre à jour notre logiciel pour diversifier nos méthodes pédagogiques, puis devenir une meilleure version de nous comme pédagogue. Donc, c'est amusant d'y penser, mais c'est intéressant de l'expérimenter aussi, là. Tout à fait. C'est comme si on passe de Moodle 3.2 à Moodle 4.1. Donc, on veut, effectivement, j'ai subi quand même pas mal de mises à jour, moi aussi, tout au long de la pandémie. Janie, toi, ton message? Mon message serait de parler du projet avec des collègues ou nos spécialistes, là, comme les technopédagogues, pour évaluer les possibilités, puis aussi, on ne connaît pas tout, hein? Puis il y a plein d'outils qu'on ne connaît pas, puis qu'on aimerait connaître, puis probablement que ce seraient les meilleurs outils qu'on pourrait choisir. Puis mon autre message, ce serait aussi de prendre le temps, comme on le fait présentement avec la semaine de la FAD, pour assister au partage d'expériences, aller chercher plein d'idées. Moi, je suis une adepte de la théorie des petits pas, puis je trouve que ça s'applique aussi en FAD. En tout cas, je l'applique en FAD. Fait qu'avant de se lancer dans un cours complet en FAD ou dans une activité complète en FAD, ben, on peut commencer par une petite partie. Tout à fait. Puis là, je vais encore une fois citer Daniel Labillois, je le cite tout le temps là-dessus, mais à chaque fois que j'entends la théorie des petits pas, j'entends Daniel me parler de sa théorie du tie wrap. Donc, à chaque fois qu'on fait un petit pas à la fois, un petit clic vers le devant, bien, on avance vers le devant, mais on ne recule pas en arrière. On va toujours juste faire un petit clic vers en avant. Je l'aime vraiment, cette théorie-là des tie wraps. Petit clin d'œil à Daniel, mais c'est vraiment important, puis c'est terriblement vrai, là. Faire une étape à la fois, c'est vraiment gagnant. De ton côté, Patricia? De mon côté, situation imprévue, hein, de l'utilisation de la technologie, qu'elle soit en présence ou à distance, nous amène toujours à certaines situations imprévues avec un cours ou une activité parascolaire comme la nôtre avec le défi académique Aviso. Ce ne sera jamais parfait. Donc, l'enseignant, comme l'étudiant, là, qui a le souci de s'améliorer, doit porter après, là, a posteriori, un regard réflexif sur sa pratique et sur notre planification technopédagogique. Ouais, les imprévus, ça fait comme partie de la game, hein. Je vais peut-être me risquer à faire une analogie douteuse, là, mais je trouve que des fois, la FAD, c'est comme apprendre à faire du surf. Tu sais, on regarde ça et on se dit, oh, je ne suis pas sûre, là. Mais là, on va aller chercher des conseils, on va aller chercher de l'aide, on va apprendre à être en contrôle des éléments. On est sur la vague, on surfe, mais on le sait qu'il y en a une vague qui va arriver en arrière, qui va nous ramasser, là, puis là, on va dire, ah, tiens, alors, tu ne l'avais pas vu venir celle-là. Sauf qu'on va apprendre, on va rembarquer sur notre planche, tu sais, puis on va mieux analyser, on va avoir de l'expérience. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, en fait. Là, il va toujours en avoir des imprévus, ça va toujours faire partie de la game, mais on avance puis on se lance. Toi, Julie, je termine avec toi. Ben, pour ma part, transformer un cours en hybride tout en visant le développement de la compétence professionnelle en intégrant des savoirs, mais aussi des savoir-être et des savoir-faire, ben, ça a été un défi à la fois stimulant et engageant. Même si j'y ai passé de nombreuses heures à me préparer, je vais y aller dans les mêmes mots que Patricia. Le cours donné lors de l'expérimentation était loin d'être parfait. Puis, je redonne régulièrement ce cours-là qui s'améliore au fil de la rétroaction puis des essais-erreurs. Puis, le prochain cours que je vais donner à la session d'été qui arrive, il ne sera pas parfait non plus. Donc, il faut vivre avec cette dimension dynamique-là des contenus, des apprenants. Nous, notre communauté étudiante, étudiantes, c'est surtout des infirmières qui ont vécu la pandémie. Donc, c'est sûr que ça a évolué leur contexte aussi. Les technologies évoluent. On en a bien parlé cette semaine avec la montée de l'intelligence artificielle. Donc, les contextes changent, puis il faut s'adapter à ça. L'important, c'est de toujours garder en tête les pratiques gagnantes de la FAD, parce qu'elles ne changent pas. Les pratiques gagnantes sont là. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Puis, pour la suite, là, la liste des possibilités est infinie.
écoute, la dimension dynamique des cours, suivre le mouvement, suivre la vague. Non, mais tout est dans tout, là. Écoutez, je vous remercie sincèrement du fond du cœur, mesdames, pour ce partage d'expérience. C'est l'objectif du panel de ce midi, partager votre vécu à travers la réalisation de vos projets d'expérimentation respectifs. Je pense qu'on peut se dire que mission accomplie. J'ai vraiment aimé les nombreux exemples, puis tu sais, ces liens-là avec la théorie et la pratique. Puis je pense que les auditeurs aussi vont se reconnaître à travers vos exemples concrets. Vous avez présenté vraiment des beaux exemples de bonnes pratiques en FAD. Toute la préparation en amont, le soutien aux apprenants, votre adaptation dans des moments qui étaient peut-être moins évidents. C'était vraiment très inspirant de vous entendre parler ce midi. Alors, je vais conclure ce panel en reprenant l'essence de ton message, Julie. Donc, tu as mentionné les apprenants doivent demeurer au centre de nos réflexions. Et on l'a nommé l'accompagnement, tant d'un point de vue humain avec notre relation pédagogique, mais l'accompagnement aussi technologique. Ce soutien-là, c'est vraiment l'ingrédient clé qui nous permet à tous et toutes de passer du cœur à l'écran. Alors voilà, Maxime, je te relance la balle. À toi la parole pour la période de questions. Ben, merci beaucoup, Émilie. Puis tu as fini ça sur une note tellement douce et, et agréable, faisant un lien avec la thématique en plus de cette année. C'était la perfection. Vraiment un beau panel. Merci beaucoup, d'une part à l'animatrice, Émilie, mais surtout d'autre part à ses panélistes, donc Julie, Geneviève, Patricia et Janie. Peut-être que vous n'avez pas suivi le clavardage en temps réel, mais il s'est écrit des belles choses. Vraiment à votre sujet, puis aussi là, les gens partageaient leur propre expérience, expertise. Vous avez fait plein de beaux liens, donc ça a sonné des cloches aux auditeurs, si on peut les appeler comme ça, donc aux participants et aux participantes. Un panel très, très apprécié. Il nous reste quelques minutes. Si le cœur vous en dit, chers participants et participantes, vous pouvez écrire vos questions dans le clavardage si vous en avez. Vous permettre également de lever la main. S'il y a des questions, là, on peut ouvrir les micros. Même en mode webinaire, on peut vous donner un droit de parole. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez commenter ou poser vos questions à nos panélistes, on est encore là pour quelques minutes. Vous avez beaucoup de remerciements, en tout cas, beaucoup de merci, puis de bravo, puis de cœur dans le clavardage. Il y avait un commentaire de Michel Lacasse qui disait justement comment intégrer la compétence numérique au programme. Ce sera tout un exercice d'arrimage et de priorisation, effectivement. Oui, une puis question à 1000 oui. il faut commencer avec une première pratique réflexive commune aussi dans nos équipes d'enseignants, dans nos programmes pour dire, OK, bon, on est rendu là, comment on va intégrer la compétence numérique? Puis à la limite, ça se fait même interordre, là, secondaire, cégep, université, de voir, OK, notre clientèle étudiante, elle arrive de où à ce niveau-là, puis où est-ce qu'on veut les amener? Je vous rappelle aussi pour les participants qui sont intéressés à aller lire vos rapports d'expérimentation, sont disponibles sur le site donc, de fadio.net dans la section ressources. Là, vous pouvez aller cliquer sur rapport d'expérimentation. Donc, vos 3 rapports respectifs sont présents, mais il y a aussi les 5 autres rapports là, qui ont été parus en 2021-2022 qui sont présents. Mes collègues vont remettre les liens de toute façon dans le clavardage. Pour la finale, je demandais à ma collègue Sarah de partager son écran. Comme à toutes les fins d'activité, bien sûr, on vous demande d'aller évaluer, donc d'aller apprécier l'activité auquel vous venez d'assister, donc le panel de ce jeudi midi. Nous, ça nous aide comme ça à s'améliorer ou à réinviter les gens pour l'année prochaine. Je pense que vous êtes déjà gagné une place pour l'an prochain, mesdames. On va reprendre d'autres expérimentations avec Fadio. Puis Émilie, by the way, tu étais stressée, mais tu as relevé le défi haut la main. Vraiment, là, c'était merveilleux. Félicitations pour ton animation. Badge, bien sûr, événementiel, gracieuseté de cadre 21. Un beau signe de reconnaissance de votre développement professionnel au bout de 3 activités. En tant que participant, vous pouvez aller le réclamer si vous êtes intervenant comme mesdames ce midi. Bien,
Après une intervention, vous pouvez aller réclamer également votre badge d'intervenant de la semaine de la FAD. Les liens se retrouvent en ce moment dans le clavardage. Beaucoup de partenaires qui rendent cette semaine de la formation à distance-là unique, très, très riche également. Donc, vous voyez à l'écran, là, on a une poignée de partenaires qui nous aident de plein de façons, particulièrement, bien sûr, le ministère de l'Éducation pour le support financier qui permet d'avoir cette semaine-là totalement gratuite pour l'ensemble des participants. Donc, on est très, très, très contents. Puis là, je vois Véronique qui te félicite, Madame Duracell, dans le chat. Donc, il fallait bien que ton surnom ressorte. Hein? Merci, Madame Laflamme. Donc voilà, ça va rester ce petit surnom-là. J'adore. Tout à fait. Écoute, l'année prochaine, je vous donnerai mon nom totem. Oh! Ça m'intéresse aussi. Demain, 14 h, un rendez-vous à ne pas manquer. Petit cocktail de clôture. On vient décompresser avec l'équipe de Fadio. Plusieurs animations qui sont prévues également par le comité organisateur. Des prix à gagner. Encore le temps de s'inscrire. Il y a le formulaire toujours au monurl.ca/SFAD23. Allez remplir l'espace pour s'inscrire à ce cocktail de clôture-là. Il reste encore plein de belles activités cet après-midi puis demain. On se donne rendez-vous dans 1h10, donc à 14 h, heure du Québec, avec la gang du Récifade pour leur activité. Ça s'appelle Aéro, je ne vous en dis pas plus. C'est un nouveau projet qu'ont le Récifade. Ça risque d'être bien, bien, bien intéressant. Je vous souhaite, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de manger, bon appétit. Pour les autres, petite pause bien méritée. Puis on se revoit à 14 h. Toujours un plaisir de vous accompagner dans la semaine de la FAD. Merci. Bye bye. Merci tout le monde.